Géographie, Memento, BCP STTB, CPGE littéraire et CAPES agrégation. Ouvrage coordonné par Cédric Almang, coécrit par Pierre Denma, Catherine Dubrana, Marion Mar, Julien Moreau et Tiffaine Robert. Chapitre 2. Les montagnes. De l'aménagement à la protection des espaces montagnards français. La montagne est un espace spécifique caractérisé par sa grande diversité liée à sa situation géographique, montagne continentale et montagne ultramarine. À son étagement, piémont, moyenne montagne, haute montagne, à son exposition ou à sa géomorphologie. Les montagnes, anciennes entre guillemets, Massif central, Vosges, ne connaissent pas les mêmes mises en valeur que les montagnes jeunes entre guillemets, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, massifs provençaux et Corse, en raison de la pente, de l'altitude et du climat qui varient. De même, les montagnes continentales ne sont pas exposées aux mêmes enjeux que les montagnes ultramarines, soumises à l'aléa volcanique, La Réunion, Guadeloupe ou Martinique. La montagne est également caractérisée par sa forte identité. Très visible dans le paysage, elle participe de la constitution du territoire rural. Longtemps perçue comme un espace répulsif et difficile à mettre en valeur, la montagne est désormais attractive, car très intégrée aux enjeux du territoire national. Transport, développement économique, maintien de l'identité territoriale, protection de l'environnement. Ce changement de perception de la montagne s'est traduit par de nouveaux aménagements, dont les plus importants furent portés par le Plan Neige de 1964 à 1977. L'enjeu est donc d'aménager ces espaces convoités par de multiples acteurs aux intérêts souvent contradictoires, tout en protégeant ces territoires fragiles, afin de garantir leur durabilité pour les générations futures. 1. La montagne, un espace de circulation et de passage. Les montagnes ont souvent été présentées comme des espaces contraignants, des obstacles à la circulation. Or, les montagnes françaises, situées à la périphérie du territoire, à l'exception du Massif central, constituent des seuils et des points de passage stratégiques. À partir de 1850, les transports transalpins se développent en s'appuyant sur le tracé des vallées et des principaux cols, col du Mont-Cenis ou col du Simplon. Il en est de même dans les Pyrénées, col de Perthus, où les axes suivent souvent le tracé des anciennes voies romaines. Progressivement, les larges auges glaciaires alpines, vallées en U, ont été aménagées afin d'accueillir les principaux axes de communication. Voies ferrées, routes départementales, nationales, autoroutes. En effet, avec la mise en tourisme des espaces montagnards et notamment le développement des sports d'hiver, la vallée de l'Arve a été canalisée afin de servir de support à l'installation de nombreuses infrastructures de transport. A40, dite autoroute blanche entre guillemets, aérodrome Salanches, Mont-Blanc. Venue renforcer celles existantes, routes nationales et départementales. Ces aménagements suivent l'organisation générale du relief. De même, il existe dans les Alpes ou le Jura des vallées transversales qui coupent les plis en ligne droite. Ces cluses ont été aménagées comme celles de Grenoble, de Chambéry, d'Annecy ou celles des Hôpitaux dans le Bugey. Les montagnes françaises ne sont donc pas infranchissables. La construction des grands tunnels transalpins, routiers ou ferroviaires en témoigne, ceux de Fréjus, du Mont Blanc ou de la Maddalena qui doit relier Lyon à Turin d'ici 2030. 3 figures accompagnent cette présentation. La première indique les points de passage principaux aux frontières françaises, dans les Alpes et les Pyrénées, et les flux de véhicules et de marchandises correspondants. Chiffres et statistiques du Commissariat général du développement durable, de mars 2016 avec des chiffres de 2014. Pour les Pyrénées, on a Biriatou sur la façade atlantique avec 2,9 millions de véhicules par an pour 43,26 millions de tonnes. De l'autre côté des Pyrénées face à la Méditerranée, à Lepertus, 3,2 millions de véhicules pour 44,95 millions de tonnes, et entre les deux au milieu des Pyrénées, à Somport, 438 000 véhicules et 0,75 millions de tonnes. Pour les Alpes, nous avons d'abord, en partant du nord, Chamonix-Mont-Blanc, 553 000 véhicules et 6,88 millions de tonnes. Fréjus, avec 660 000 véhicules et 10,74 millions de tonnes. Montgenèvre, 56 000 véhicules et 0,96 millions de tonnes. Et enfin, dans les Alpes-Maritimes, 20 000, 1,3 million de véhicules et 19,23 millions de tonnes. La deuxième figure montre l'aménagement de la vallée de l'Arve et la densification du réseau de transport entre 1950 et 2022, avec des cartigènes de la Clusaz, le Grand Bornand, 3430 ET. On y voit les chenaux anastomosés de la vallée de l'Arve régularisés sur la carte, soit des chenaux multiples qui serpentent à faible vitesse
nombreux en 1950, mais remplacés par un plan d'eau en 2022. On y voit l'aérodrome de Salanches, Mont-Blanc, et l'A40, l'autoroute blanche, inexistant en 1950, construit depuis pour favoriser l'accueil des touristes. La voie ferrée, qui parcourt le lit de la vallée, la route nationale, également, et l'étalement urbain, avec la concentration d'infrastructures industrielles, notamment pour le décolletage, dans la vallée de l'Arve, inexistant sur la carte de 1950, et qui entraîne des pollutions importantes. Je précise que le décolletage est une activité industrielle qui consiste à usiner par enlèvement de matière, fréquemment utilisée pour produire des vis, des écrous et des axes. La vallée de l'Arve s'est posée comme un fournisseur important de l'industrie dès 1715 pour l'horlogerie suisse et fin 19e pour l'armement puis pour l'industrie automobile et électrique. La troisième figure est sous-titrée La Cluse de Grenoble ou Cluse de l'Isère, un espace de passage pour les infrastructures de transport, colonisé par l'étalement urbain et les infrastructures industrielles de pointe. Carte IGN de Grenoble, 3325 OT. On y voit les trois grands massifs, au nord le massif de la Chartreuse, au sud-est le massif de Beldonne et au sud-ouest le massif du Vercors. Entre ces trois massifs et à la confluence de l'Isère et du Drac, on distingue bien l'étalement urbain qui colonise le fond de la vallée, les zones industrielles et les domaines universitaires, de chercheurs travaillant dans le Technopôle notamment, ainsi que le Centre européen pour la recherche nucléaire, faisant partie du Technopôle, bord de la ville de Grenoble. La Cluse étant traversée par l'autoroute A41 qui se rend à Genève et l'autoroute A48 qui se rend vers Lyon et Paris, ainsi que par des voies ferrées. 2. La montagne, un espace productif entre tradition et modernité. 2 points. L'agriculture de montagne, une agriculture plurifonctionnelle, génératrice d'identité. Les montagnes présentent des handicaps multiples, coûts de production élevés et faible rendement du fait de l'altitude, de la pente et du climat. Les structures agraires sont dominées par la petite exploitation, les remembrements étant limités. Toutefois, en pratiquant l'élevage extensif et le pastoralisme, les éleveurs ont su tirer profit des handicaps de la topographie pour valoriser ces territoires. La labellisation AOC, AOP, IGP, label rouge, qui reconnaît les qualités des terroirs, permet aux agriculteurs de contribuer au maintien de l'identité locale par la persistance de pratiques traditionnelles, l'agro-silvo-pastoralisme. Ces espaces, longtemps restés en marge du territoire français, tant du point de vue de la situation géographique que du point de vue économique, à l'écart des grands circuits commerciaux, trouvent désormais une place dans l'économie nationale, voire dans la mondialisation, en proposant des produits de qualité, comme les fromages ou la viande. L'exemple du Jura est remarquable, avec 72 000 tonnes de comté produites en 2021, soit une progression de 14% en 5 ans. Il est le premier fromage AOP de France en tonnage. Le Jura a su sortir de la marginalité et s'inscrire dans la mondialisation grâce à son agriculture labellisée et à sa petite industrie spécialisée en horlogerie, pasturgie, bois, lunetterie. À titre d'exemple, la figure 4 avec la commune de Morteau, un espace montagnard jurassien à la marge du territoire français, intégré à la mondialisation grâce à son agriculture labellisée, Comté, Morbier, Mont-d'Or et Saucisses de Morteau. Carte IGN Morteau. Sceaux du Doubs, 3524 OT. Dessus, on peut voir la localisation de la production de la saucisse de Morteau, les monts du Jura avec leurs alpages pour les troupeaux l'été, les fromageries ou fruitières, petites coopératives permettant la transformation du lait en fromage en partageant le fruit entre guillemets de la production des éleveurs. Sont indiqués aussi les élevages bovins laitiers et la direction vers la frontière suisse. Toutefois, il faut nuancer ce dynamisme car, à l'échelle locale, la situation des agriculteurs peut être très variable. Si certains ont su investir ce segment de marché labellisé et développer une forme de tourisme vert autour de leur production, d'autres ne sont pas parvenus à en faire autant et sont aujourd'hui plongés dans une crise économique et sociale profonde. L'indemnité compensatoire de handicap naturel, ICHN, versée aux agriculteurs dont les exploitations sont situées dans une zone défavorable, devient une aide fondamentale pour le maintien de l'activité agricole. Indemnité de 35 à 450 euros par hectare, plafonnée à 50 ou 75 hectares selon le type de culture, et qui peut représenter de 30 à 60% du revenu des agriculteurs. Cette aide est cofinancée par l'État, 25%, et le Fonds européen agricole de développement rural, 75%, qui constitue le deuxième pilier de la politique agricole commune, la PAC. L'agriculture de montagne assure donc plusieurs fonctions. Économique par le maintien des emplois, sociale par le maintien du peuplement,
patrimoniale ou identitaire en sauvegardant des traditions et des savoir-faire locaux. Elle a également une fonction environnementale à travers l'entretien des paysages et la prévention des risques. 2.2. Des territoires industriels anciens, en quête de compétitivité. Depuis le XVIIIe siècle, la montagne constitue un foyer industriel ancien, proto-industriel entre parenthèses, devenu très puissant avec les industries extractives liées au charbon, puis à l'acier, à Saint-Étienne, l'industrie textile, Saint-Dié-des-Vosges, l'horlogerie pour le Jura et le décolletage pour la vallée de l'Arve. Suit la figure 5, les Vosges, un foyer industriel ancien, Cartigène, le Honeck, Gérardmer, la Bresse, PNR des Ballons des Vosges, 3618 OT. Dessus sont représentés les industries du bois, scierie, papeterie, permises par la présence de la forêt vosgienne, les activités textiles, le tissage, la filature, la teinturerie, la blanchisserie, installées au bord de la Vologne, avec son énergie hydraulique. Lors de la révolution industrielle, la production d'hydroélectricité se développe en montagne. On parle de houille blanche, grâce aux conduites forcées qui transportent l'eau sous pression jusqu'aux centrales hydroélectriques. Toutefois, depuis la fin des Trente Glorieuses, ces espaces industriels de montagne ont subi un fort exode rural, laissant penser qu'à terme, ils ne seraient plus des territoires productifs. Depuis la fin des années 1970, une nouvelle forme de développement industriel a vu le jour, le district industriel, inspiré du concept développé par l'économiste anglais Alfred Marshall en 1890. Il est particulièrement adapté aux microstructures et aux sociabilités des vallées montagnardes, qui, par leur topographie, permettent la proximité des petites et moyennes entreprises et la création d'un réseau très dynamique, fondé sur la division du travail, la spécialisation des activités et l'échange de connaissances et de savoir-faire. Ce système productif s'appuie donc sur les identités et la culture commune qui unissent la vallée. Les montagnes françaises connaissent une renaissance industrielle, grâce à plusieurs districts industriels, comme Oyonnax dans le Jura, pour les plastiques, Plastipolis, ou dans la vallée de l'Arve, dans les Alpes, autour des activités de décolletage. L'essor de technopoles participe également de l'inscription de ces territoires dans la mondialisation. Ces parcs technologiques consacrés aux industries de pointe et à la recherche forment des microsystèmes innovants au cœur des montagnes. Ainsi, Grenoble, capitale de la houille blanche entre guillemets, au début du XIXe siècle, a su passer de l'industrie lourde à l'industrie de pointe, en accueillant le CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire, à l'origine du projet d'accélérateur de particules, le LHC, Large Hadron Collider. Les territoires de montagne sont donc bien des territoires productifs industriels compétitifs. 2.3. De l'or blanc au tourisme vert. Quel avenir pour le tourisme en montagne ? Pendant des siècles, la montagne a connu une mise en valeur limitée. À partir du XIXe siècle, la montagne, et notamment la haute montagne, suscite la curiosité des randonneurs et des alpinistes. Club alpin, club vosgien. À une époque où le romantisme consacre le mythe d'une nature majestueuse. Le climat devient une source pour les stations thermales, Saint-Gervais, la Bourboule, ou les sanatoriums, plateau d'Assy, au nord de Saint-Gervais dans les Alpes, qui voient le jour. Cette première mise en tourisme a lieu dans les vallées et sur les hauts plateaux. La figure 6 indique les sanatoriums du plateau d'Assy, un tourisme de santé transformé aujourd'hui en tourisme vert, avec la carte IGN de Samoins, Haute-Griffe, 3530 ET. La carte du plateau d'Assy est accompagnée d'un encadré. Les sanatoriums du plateau d'Assy, cerclés en rouge sur l'extrait de carte ci-contre, sont construits à partir des années 1920 sur une série de replats entre 1000 et 1300 mètres d'altitude qui dominent la vallée de l'Arve, et sur les adrets, afin de bénéficier de l'ensoleillement. Le microclimat local y est bénéfique pour soigner les tuberculeux, qui viennent y accomplir des cures d'air, de lumière et de soleil. À partir des années 1970, avec le recul de la tuberculose et l'utilisation des antibiotiques et des vaccins, BCG, les sanatoriums sont transformés en maisons de convalescence ou de rééducation fonctionnelle, voire en centres de vacances. Fin de l'encadré sur les sanatoriums. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la neige devient une ressource, amenant à une inversion des logiques spatiales avec la mise en valeur des zubacs, des pentes et des sommets, là où jusqu'à présent les adrets et les vallées étaient privilégiés. Les stations de première génération, fin 19e, début 20e siècle, qui s'appuient sur les villages existants, Chamonix ou Saint-Gervais, sont très liés à la pratique de l'alpinisme et du thermalisme. D'abord réservé aux locaux et à une élite, famille Rothschild notamment à Megève, le ski se démocratise pendant les Trente Glorieuses, nécessitant des aménagements de plus en plus importants. Aux stations de deuxième génération, Courchevel en 1945, succèdent les stations de troisième génération,
planifié par l'État grâce au Plan Neige en 1964 à 1977, sous l'égide de la Commission interministérielle pour l'aménagement touristique de la montagne, CIAM, construite ex nihilo par des promoteurs immobiliers, avec des partenariats publics-privés. Ces stations, intégrées comme les Arcs, La Plagne, Tignes, les Trois-Vallées ou Flaine, sont de véritables usines à ski, entre guillemets. Ces vastes opérations immobilières, qui ont permis la construction de 150 000 lits sur les 350 000 prévus initialement, sont cependant accusées de dégrader l'environnement montagnard. Des stations de quatrième génération, comme Valmorel en 1976, mieux intégrées au paysage de montagne, avec des stations-villages, et plus soucieuses de la protection des sites, voient le jour au milieu des années 1970. Le tourisme hivernal peut toutefois s'avérer peu rentable pour les stations de moyenne montagne, comme dans le Jura, les Vosges ou le Massif central. Certaines stations, comme Chambon-des-Neiges, au nord-est du massif du Sancy, dans le Massif central, ont été contraintes de fermer par manque d'enneigement et se sont tournées vers le tourisme vert. Si de nombreuses stations recourent actuellement à l'enneigement artificiel pour garantir un manteau neigeux satisfaisant, il est fort probable qu'avec le réchauffement climatique, beaucoup seront dans l'obligation de réorienter leurs activités vers d'autres formes de tourisme. En montagne, même si l'eau est abondante, la pression sur la ressource est très forte et génère des tensions. Durant la haute saison, alors que les étiages sont à leur plus bas niveau, les prélèvements sont très importants pour satisfaire les nombreux besoins. Eau potable pour la vie domestique, alimentation des canons à neige, production d'hydroélectricité. L'enneigement artificiel est, par ailleurs, très consommateur d'eau et progresse dans tous les massifs, en raison du réchauffement climatique. L'eau est prélevée soit dans les lacs de barrage ou les retenues collinaires, soit dans le réseau d'eau potable. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, SDAGE, veillent depuis 1992, date de la loi sur l'eau, à une gestion intégrée de la ressource afin de réduire le stress hydrique. La figure 7 porte sur Chambon-des-Neiges, du tourisme hivernal au tourisme vert, quartier GN du massif du Sancy, PNR des volcans d'Auvergne 2432 ET. On y voit le développement d'un tourisme vert, avec des sites d'escalade, de randonnée et de golf cross, notamment fondés sur la découverte de la nature, dont les cascades. On y voit les anciens amphithéâtres neigeux, qu'on appelle aussi des cirques. Aucune infrastructure liée au ski n'apparaît, car le démontage des remontées mécaniques a eu lieu en 2008 en raison du manque d'enneigement. On y voit la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaux-de-Four, très prisée par les touristes curieux de découvrir la faune et la flore. Et anciennement, la station de ski, avec son bâti, qui a été conservé et reconverti dans le cadre d'un projet immobilier, tourné vers le tourisme vert, appelé les Portes du Sancy. La figure 8 montre la station de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, à 1700 mètres d'altitude. Site de la station le 25 décembre 2015. Il s'agit d'une photographie. Dessus on peut voir les pistes enneigées grâce à la neige de culture, très consommatrice en eau, les canons à neige, le défrichement pour le ski alpin qui participe à la transformation du paysage, tout comme les remontées mécaniques. 3. Les espaces montagnards, des espaces fragiles, dont la protection peut s'avérer conflictuelle. 3.1. Des dispositifs de protection multiscalaires. Les montagnes sont très convoitées et saturées en période de haute saison touristique. Elles constituent des espaces fragiles et à risque qu'il faut protéger afin de garantir leur durabilité. À l'échelle nationale, dès 1860, la loi de restauration des terrains de montagne lutte contre l'érosion en reboisant les pentes. La surexploitation des forêts et le pâturage entraînent alors des phénomènes de torrentialité, causant des dégâts importants. En 1914, le parc national de la Bérarde en Isère est créé par l'administration des eaux et forêts, sous l'impulsion du Club alpin français et d'associations naturalistes. L'idée est reprise en 1963 avec la création du premier parc national, PN, dans le massif de la Vanoise, inspiré des grands parcs américains et préconisé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces territoires de protection visent à préserver la faune, la flore et le domaine minéral dans la zone « cœur du parc », entre guillemets, tout en conciliant les activités économiques dans l'aire optimale d'adhésion, où elles sont autorisées. Relevant de la compétence de l'État et régis par une charte d'une durée de 15 ans, les PN sont plus contraignants et plus préservationnistes, entre guillemets, que les parcs naturels régionaux, PNR, créés en 1967, placés sous l'autorité des régions. Ces dispositifs sont complétés par des réserves naturelles nationales, ou placées sous l'autorité des régions.
Ces dispositifs sont complétés par des réserves naturelles nationales ou régionales pour la Corse, ou par des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, comme le lac de Saint-Point dans le Jura. Par ailleurs, la directive montagne de 1977, après les excès du plan neige de 1964-1977, qui a conduit à la bétonisation des espaces montagnards, interdit les constructions de nouvelles stations en sites vierges, au-delà de 1600 mètres dans les Alpes et au-delà de 1400 mètres dans les Pyrénées. Mal vécue par les populations, qui l'ont perçue comme une restriction au développement local, cette directive est assouplie par la loi montagne en 1985. Un conseil de la montagne est créé pour décider des objectifs et des projets qui permettront le développement local et la protection des 9 massifs identifiés: Alpes, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées, Vosges, Massif de la Guadeloupe, Massif des Hauts de la Réunion, Massif de la Martinique. Il s'agit de redonner la maîtrise du développement local aux habitants et de permettre une diversification des activités économiques sans nuire à la protection de l'environnement. La protection des espaces montagnards se met aussi en place à l'échelle européenne, car plusieurs massifs sont transfrontaliers. En 1991, une convention européenne est signée entre les États de la Communauté économique européenne, la CEE, pour développer durablement l'arc alpin. En 1992, le Conseil européen crée le réseau Natura 2000. Il répertorie un ensemble de sites naturels pour préserver les espèces animales ou végétales identifiées comme rares ou fragiles, ainsi que leurs habitats menacés de disparition par les activités anthropiques. Il fait ainsi respecter 2 directives européennes, Oiseaux en 1979 et Habitat en 1992, à l'échelle internationale. Les réserves de biosphère de 1977, dédiées par l'UNESCO comme celle du Mont Ventoux, ou les sites Ramsar qui protègent les zones humides, comme celui du lac du Bourget en Savoie, sont autant de dispositifs qui protègent les montagnes françaises. 3.2 Protéger la montagne. Des conflits d'usage et d'acteurs multiples. Mettre en valeur la montagne ne recouvre pas la même réalité pour les différents acteurs du territoire, opposant ceux qui souhaitent l'aménager par la création d'infrastructures, industrielles, touristiques, de transport, et ceux qui souhaitent la protéger. Les dispositifs de protection décidés à différentes échelles n'ont pas toujours été bien perçus. Les populations locales craignent une mise sous cloche entre guillemets ou une sanctuarisation de la montagne, qui pourrait nuire au développement local. Lors de la création des PN, les débats au sujet de leur délimitation ont été conflictuels, comme dans le cas du PN des Pyrénées qui, de ce fait, est le plus petit des PN français. Certaines communes ont renoncé à adhérer à la zone « cœur de parc » entre guillemets, entièrement préservée pour continuer à tirer profit des activités touristiques. D'autres, en revanche, ont souhaité y entrer afin de bénéficier des aides financières proposées. La délimitation d'un parc est donc toujours le fruit d'un compromis entre les différents acteurs, pour parvenir à concilier les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, édictées dans le rapport Brundtland de 1987. Les débats sont également très houleux entre partisans et opposants à la réintroduction du loup et de l'ours dans les Alpes ou les Pyrénées. En octobre 2017, l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales a mené une campagne médiatique afin de préserver les troupeaux attaqués par le loup. 15 maires de communes rurales des Alpes ont posé pour demander au gouvernement d'augmenter les quotas de loups à abattre dans le plan loup 2018-2023. Toutefois, l'étude des espaces montagnards ne doit pas être réduite à cette lecture conflictuelle du jeu d'acteurs, ou à une opposition systématique des formes de mise en valeur. Il existe des synergies entre les mises en valeur agricoles, industrielles et touristiques. Les agriculteurs, par exemple, participent à l'entretien des pistes grâce à l'épandage d'engrais ou de compost qui permettent de reconstituer les sols. Ils peuvent également pratiquer la bi-activité en étant l'hiver dameurs sur les pistes ou moniteurs de ski. Devenus des espaces productifs stratégiques pour l'économie française, espaces agricoles de qualité, espaces industriels de pointe, espaces touristiques mondialement connus, les montagnes françaises ont donc été considérablement aménagées par différents acteurs aux intérêts parfois contradictoires. La protection de ces espaces est devenue un enjeu, non sans conflit ni résistance. L'heure est désormais au compromis afin de garantir la durabilité des espaces montagnards français. Le texte est suivi de la figure 9 sous-titrée « Quelle place pour le loup dans les montagnes françaises ?» On peut y voir un graphique avec l'augmentation de la population de loups en France, qui montre une très nette augmentation entre quelques dizaines il y a 25 ans et 580 en 2020. Suivi d'une carte de la France métropolitaine, l'on voit la présence régulière et occasionnelle des loups. Ils sont très présents dans les Alpes,
un peu dans le Massif central, un peu dans les Pyrénées-Orientales. Mais on nous précise que des individus isolés ont été observés en Seine-Maritime, en Normandie, et dans l'Indre, centre-Val de Loire. La source est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a intégré l'Office français de la biodiversité, OFB, en janvier 2020. Figure aussi une photo avec des maires tenant des fusils et des banderoles avec inscrit « Loup, n'obligez pas les maires à faire ça » avec un fusil dessiné juste en dessous. On nous ajoute un encadré avec quelques repères. D'après la loi montagne de 1985, la qualification d'une commune en zone de montagne dépend de son handicap calculé à partir de son altitude, de sa pente et du climat. Le critère moyen d'altitude est de 700 mètres, mais la corrélation des trois éléments l'amène à 600 mètres dans les Vosges et à 800 mètres dans les Alpes du Sud. À ce jour, une commune française sur 6 est en zone de montagne, ce qui équivaut à 30% du territoire métropolitain et représente 10 millions d'habitants. Les espaces montagnards sont des espaces fragiles, très sensibles aux conséquences des crises sanitaires. Aide gouvernementale de 7,2 milliards d'euros destinée à pallier à la baisse de fréquentation touristique en 2020 et 2021. Géopolitique, avec la diminution du nombre de touristes russes à la suite de la guerre en Ukraine, ou environnementale, avec le réchauffement climatique. On nous ajoute aussi une source numérique pour ce chapitre, au www.lienmini.fr/213133 NUME, -2. Sujet type. Aménager la montagne. Les trois vallées. Modane, parc national de la Vanoise. Échelle 1/25 millième pour la carte. 3534 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans l'est de la France, les Alpes du Nord, la Savoie, limitrophe de la région de Turin et du Val de Suse en Italie. La région Auvergne-Rhône-Alpes, département de la Savoie. La carte est structurée en 3 espaces. 2 moyennes vallées, la Tarentaise, haute vallée de l'Isère, et la Maurienne, vallée de l'Arc. 4 hautes vallées. Les 3 vallées, entre guillemets, appelées Doron, D-O-R-O-N, sur la carte, c'est-à-dire un torrent. Belleville, les Alus, Saint-Bon et celle de Pralognan. Le massif de la Vanoise, entre les 2 moyennes vallées. Mémo, pensez à définir aménager et montagne. Problématique. Une mise en valeur complète, étagée et diversifiée de l'espace montagnard. 1. 2 moyennes vallées. La Tarentaise et la Maurienne. Axes de passage et de développement. Les vallées et les cols servent de support à un réseau dense de transport. Modane est un carrefour en débouché français du tunnel de Fréjus, en 1980, pour sa date d'ouverture. De la 43 vers Lyon, de la D1006, ex-N6, vers le col du Mont-Cenis et l'Italie. Gare internationale vers Turin, via le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, avec le TGV Paris-Milan. Des activités industrielles anciennes, hydroélectricité et hydrométallurgie, dont EDF est l'acteur majeur. Conduites forcées et centrales électriques dans la vallée de l'Arc et du Doron de Beauzelle. Précède l'industrie de pointe, les souffleries de l'Onera, O-N-E-R-A. Un premier développement touristique, le toponyme Bride-les-Bains, témoigne du thermalisme au XIXe siècle. 2. La mise en valeur touristique étagée des 3 vallées. La haute montagne a longtemps été considérée comme répulsive. Les activités se limitaient aux adrets, soit les versants ensoleillés, et aux fonds de vallée. Le mode du ski et les aménagements amènent une inversion du relief. On privilégie l'altitude et d'exposition, avec la recherche des UBAC, plus enneigés. Les stations de première génération, entre 800 et 1200 mètres, ouvertes avant 1940, s'appuient sur les villages, Saint-Bon-Tarentaise, les Alus, Saint-Martin de Belleville. Courchevel est la plus ancienne station de deuxième génération, 1945 pour cette date de construction, située dans des espaces vierges, création des premières remontées mécaniques, avec le plan neige, lancement des stations de troisième génération, comme Val Thorens, et les Ménuires en 1972. Ces stations intégrées, qui exploitent l'or blanc entre guillemets, sont accusées de bétoniser les versants entre 1500 et 1800 mètres. Nouvelle station de quatrième génération, la Tania en 1991, plus respectueuse de l'environnement. 3. Protection et mise en valeur du massif de la Vanoise. Un paysage exceptionnel par la variété des modelés, glaciers, cirques, moraines, et étagement de la végétation encore marqué par le système agro-sylvo-pastoral. Le premier parc naturel français, pour protéger le massif, mais sa délimitation génère des conflits d'acteurs et d'usages. Il débouche sur de nouvelles formes de tourisme vert, photos du carton d'assemblage, gîtes d'étape pour les randonneurs
estival via ferrata ou randonnée, et gastronomique pour le Beaufort. Conclusion. Loin de la représentation d'une montagne obstacle, la carte montre un espace totalement aménagé au profit des fonctions de transport, d'industrie et de tourisme. La notion d'or blanc témoigne de la réussite économique de ces aménagements. Ce sujet est accompagné de 3 figures. La première avec Modane, un carrefour transalpin montrant l'autoroute vers Lyon, la D1006 vers le col du Mont-Cenis, la gare de triage international et le tunnel de Fréjus vers Turin. La deuxième figure est sous-titrée « De l'hydroélectricité à la haute technologie, un territoire industriel en mutation ». Cette fois, la carte est centrée sur les petites communes d'Avrieux et Le Bourget, au nord-est de Modane. On y trouve les lignes électriques, les conduites forcées et les centrales hydroélectriques de production de houille blanche. On nous montre également la présence de la soufflerie de l'Onera, à propos de laquelle un encadré nous dit que les nazis ont construit en 1942 une très grande soufflerie dans les Alpes autrichiennes, alimentée par l'énergie hydraulique et capable d'atteindre la vitesse du son. Découverte en 1945 par les Alliés, elle fut démontée et transférée à Modane. L'Onera en a fait une soufflerie transsonique, où furent testés les plus grands programmes aéronautiques français et européens, pour le Concorde, Airbus, Mirage, Falcon, Rafale. C'est la plus grande soufflerie de ce type au monde. La figure 3, quant à elle, montre la mise en valeur touristique de la vallée de Courchevel, avec ses stations première génération, dans des villages anciens, sans remontée mécanique et sans piste. Les stations intégrées de deuxième et de troisième génération, construites ex nihilo, avec des habitats collectifs, des altitudes indiquées dans les toponymes, comme Courchevel 1550, 1650 et 1850. Enfin, on peut voir la station village de quatrième génération, à plus basse altitude, avec habitat pavillonnaire, des chalets, pour une station plus respectueuse de l'environnement. Au-dessus des stations de deuxième et de troisième génération, on peut voir l'amphithéâtre neigeux sur Lubac, avec ses télésièges et ses téléskis, et se trouve indiquée la délimitation de l'aire optimale d'adhésion au parc national de la Vanoise, où les activités sont encadrées. Viennent ensuite les documents sur ce premier sujet type. Le premier, les stations de ski de la Vanoise, aux portes du parc national. La source est l'Action publique et les parcs nationaux français, discours d'acteurs et instrumentalisation politique des conflits en zone centrale du PN de la Vanoise, par Lionel Laslaz, 2003, pour la source de l'article. Pour ce document, un croquis est tiré de l'article. On y voit la zone délimitée du parc national de la Vanoise, avec les réserves naturelles, son cœur et l'aire d'adhésion, ainsi que les stations de ski de la Vanoise, avec leur capacité d'accueil en fonction du nombre de lits, soit plus de 30 000 et plus de 20 000, avec un contour pour les stations de troisième génération. Toutes les stations de troisième génération dépassent les 30 000 lits, pour les Arcs, Tignes 2000, les Ménuires, Val Thorens et La Plagne. D'autres grandes stations figurent Méribel-Montaret, Courchevel et Val d'Isère. Restent toutes les stations avec 20 000 lits, La Rosière, Sainte-Foy-Tarentaise, Bessan, Val-Cenis, Ossois, La Norma, Val-Fréjus, Val-Meunier, Val-Loire, Saint-Martin-de-Belleville, Basel, Champagny-en-Vanoise, Montchavin-le-Coche et Poisy-en-Croix. Pour les enjeux du document, on nous indique « Ce document nous montre la quantité de stations de ski autour du parc de la Vanoise. On notera en particulier leur nombre considérable sur le versant nord qui, dans ce massif, est particulièrement hypertrophié et permet donc l'utilisation d'un domaine enneigé immense. La plupart des stations se trouvent dans l'aire d'adhésion du parc. Cela pose la question des conflits d'acteurs, État, région, municipalité, entreprises privées, de gestion des stations, commerçants, touristes, résidents, associations et des équilibres à trouver entre aménagement touristique, infrastructures de transport, activités industrielles et agricoles et préservation de l'environnement. Document 2. Développement durable et aménagement dans les Alpes. Source. Sport d'hiver et politique climatique. Les cas de la vallée de la Tarentaise. Anouk Bonnemet, doctorante EDYTEM pour le laboratoire, Université de Savoie, 2014. Citation. C'est donc un choix que la vallée de la Tarentaise tente d'opérer, soit un renforcement du tourisme hivernal spécialisant encore une fois le territoire dans ce type de tourisme, en concentrant ses forces pour répondre aux exigences de la clientèle, entre guillemets. Cette stratégie territoriale demande d'importants investissements de la part des communes, transport par câble, rénovation du bâti, développement des technologies, pour faire face à l'aléa climatique. Ce sont les logiques touristiques qui priment, ne bénéficiant pas à tout le territoire. Une autre force souhaite se dégager, celle d'une diversification de l'économie principale, dont le tourisme hivernal, vers le tourisme estival et l'agriculture, moins dépendante d'une ressource spécifique.
Ce qui est sous-entendu, c'est bien l'ancrage territorial et la maîtrise du modèle de développement. Le terme d'ancrage est à comprendre au sens de l'ouverture de la gestion solidaire de la ressource touristique de la station aux communes voisines. Citation de Vlès 2012, page 2, VLE_S. La réflexion sur l'adaptation au changement climatique pousse à se questionner sur les constructions territoriales et la manière dont elles intègrent les évolutions climatiques. Fin de citation. Enjeu du document. Ce texte, issu d'un article scientifique, pose la question de la mise en place des outils d'aménagement, schéma de cohérence territoriale, SCOT, et plan climat air énergie territorial, PCAET, obligatoire pour les regroupements de communes de plus de 50 000 habitants. Les PCAET sont l'adaptation à l'échelle locale de décisions prises à l'échelle mondiale. Les COP, cumulés avec les SCOT, ils doivent permettre aux élus locaux de mieux répondre aux questions de développement durable. Les pouvoirs publics sont bien évidemment confrontés à des enjeux économiques de court terme, qui s'imposent aux enjeux environnementaux de plus long terme. Les questions types. 1. Définir l'aménagement. L'aménagement est l'action volontaire d'un groupe social pour organiser, voire transformer l'espace dans le but de générer des effets positifs sur la société. En géographie, l'aménagement de l'espace désigne l'action volontariste sur l'espace. L'aménagement recouvre un ensemble d'actions qui concernent à la fois la création d'équipements, l'organisation institutionnelle d'un espace, la promotion du développement d'un territoire, la compensation des inégalités spatiales et la protection des patrimoines culturels et naturels entre guillemets. D'après Frédéric Santamaria, Hypergéo, encyclopédie en ligne pour la source. 2. Qu'est-ce qu'une conduite forcée ? Il s'agit de tubes qui transportent l'eau sous pression jusqu'à une centrale hydroélectrique pour produire de l'énergie. 3. Qu'est-ce qu'une station intégrée ? Créée ex nihilo, en site vierge, par des promoteurs privés, elle est constituée d'habitats groupés collectifs, des immeubles, abritant, au rez-de-chaussée, des commerces et les services nécessaires à son fonctionnement. Les logements pour les skieurs se situent dans les étages, tandis que devant l'immeuble s'ouvre l'amphithéâtre neigeux, équipé des télésièges et téléskis. Les skieurs sont ainsi au pied des pistes, les voitures sont laissées à l'écart. Séparation des flux. 4. Quelles sont les caractéristiques des stations de 4e génération ? Elles sont construites à partir des années 1975, en plus basse altitude que celles de 3e génération, car depuis la directive Montagne 1977 et la loi Montagne de 1985, il est interdit de construire au-delà de 1600 mètres pour éviter de bétoniser la haute montagne. Ces stations renouent avec l'ambiance village plus traditionnelle, avec les chalets. 5. Pourquoi un parc national de la Vanoise ? En 1943, le club alpin français, le Touring Club de France, et des chasseurs créent une réserve naturelle pour sauver le bouquetin. Cette réserve naturelle est l'ancêtre des PN de la Vanoise, créée en 1963. 6. Comment est organisé le parc ? Il comprend la zone cœur de parc, la zone centrale, préservée, dédiée à la nature et inconstructible, et la zone optimale d'adhésion, la zone périphérique, aménageable. Les activités touristiques et économiques s'arrêtent à la zone cœur de parc. C'est la plus grande surface protégée d'Europe, 1250 km². Depuis 1972, il est jumelé avec le parc national italien du Grand Paradis. Tout y est préservé, la faune, pour les bouquetins, chamois, gypaètes barbus, aigles royaux, et la flore, pour les edelweiss et le génépi, et le monde minéral. 7. Quel lien entre système agro-silvo-pastoral et tourisme hivernal ? Cette agriculture qui concilie les arbres, la production végétale et la production animale permet l'entretien du couvert végétal, utile pour renouveler des prairies d'altitude et ainsi mieux fixer l'enneigement hivernal. Après les questions types, nous trouverons un encadré sur les atouts concours, les cartes et sujets proches, sujets possibles, les aménagements touristiques et l'environnement, carte IGN Les Arcs, La Plagne, PN de la Vanoise, 3532 ET. Autres sujets possibles, les aménagements touristiques et développement rural. Carte IGN, Samoin, Haut-Giffre, 3530 ET. Autres sujets possibles, tourisme et développement de l'espace montagnard. Carte IGN, Saint-Gervais-les-Bains, massif du Mont-Blanc, 3531 ET. Enfin, autre sujet possible, mise en valeur touristique de l'espace montagnard. Carte IGN Morzine, massif du Chablais, les Portes du Soleil, 3528 ET. Autre encadré, un focus sur la charte du parc national de la Vanoise qui fait débat. Le 27 avril 2015, une nouvelle charte du parc valable 15 ans a été approuvée par décret.
Les 29 communes limitrophes du parc doivent signer cette charte. Cependant, en 2022, seules 2 communes avaient adhéré, Pezeille-en-Croix et Saint-Martin-de-Belleville. Il semble que les enjeux de la protection face au plus grand domaine skiable du monde, pour les 3 vallées, avec 8 stations, 600 km de pistes, 105 km² répartis entre 1300 et 3230 mètres d'altitude, dont 85% se situent à plus de 2000 mètres et 321 pistes, créent des conflits d'usage difficiles à résoudre. Le focus est accompagné d'une photo du parc national de la Vanoise, avec des randonneurs et un pic enneigé. Deuxième sujet type, la montagne, un espace à risque. Briançon, Serre-Chevalier, Montgenèvre, échelle 1,25 millième, 3536 OT pour la source et la carte. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le sud-est de la France, massif des Écrins dans les Alpes, pays du Grand Briançonnais, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Hautes-Alpes. La carte est structurée en 4 espaces. Les vallées de la Guisane, la Clarée, la Durance concentrent populations et axes de communication. Des massifs forestiers, agricoles et de tourisme estival au nord et à l'est. Des hauts massifs de tourisme hivernal avec des domaines skiables au sud et à l'ouest. Et enfin, le PN des Écrins à l'extrémité ouest. Mes mots, pensez à définir montagne et risque avec ses aléas, enjeux et la notion de vulnérabilité. Problématique. La mise en tourisme intense de cet espace montagnard s'est faite en oubliant les aléas. Comment concilier aujourd'hui hors blanc et gestion des risques? 1. Des aléas multiples, mais une véritable vulnérabilité faible jusqu'aux années 1940. Une multitude de torrents peuvent se gonfler, pluie, fonte des neiges et se jettent dans les 3 vallées, formant des cônes de déjection actifs, inondations, crues et laves torrentielles, induisant des aléas. La torrentialité et les cônes de déjection associés aux fortes pluies peuvent provoquer coulées de boue, glissements de terrain et chutes de blocs de pierre. La présence de falaises et d'enrochements associés à des précipitations neigeuses et des vents violents peuvent produire des avalanches. Ces aléas forment des risques mineurs jusqu'aux années 1940, car il s'agissait alors d'un espace du vide, isolé, structuré par l'agro-sylvopastoralisme, ce qui induisait des enjeux humains et économiques moindres. 2. La mise en tourisme et l'oubli du risque, des enjeux et une vulnérabilité très marquée. La mise en tourisme hivernal et estival. Des stations de ski de première et de deuxième génération, Serre-Chevalier, puis Saint-Vincent, et un tourisme estival, les GR, les eaux vives, le VTT, le parachutisme, l'escalade et l'alpinisme. La mise en tourisme entraîne une très forte urbanisation dans les cônes de déjection, et génère des enjeux économiques mais aussi humains. Les coulées de boue, les laves torrentielles sont fréquentes et dangereuses. Cette urbanisation en haute altitude, sur un axe enneigé l'hiver, accroît la vulnérabilité. Un domaine skiable, très étendu et très fréquenté, cela renforce l'aléa d'avalanche, de glissement de terrain, déboisement pour les remontées mécaniques, érosion aggravée par les déboisements, et de chutes de pierres. Les routes saturées l'hiver favorisent les accidents. 3. Intégrer les risques dans l'aménagement. Des forêts protectrices. Contre les glissements de terrain, les avalanches, les crues torrentielles, forêts domaniables et boisements conservés malgré les domaines skiables. De nombreux ouvrages de protection, remblais, digues, dents, corrections torrentielles, pour retenir les matériaux charriés lors des crues. On parle de paravalanche. Rôle très important de la RTM, la restauration des terrains en montagne. La GIRN, gestion intégrée des risques naturels. Des actions recentrées sur la mémoire du risque, rappel des catastrophes antérieures, complétées par les PPRR et la loi montagne, mais cela paraît encore insuffisant, d'autant que le changement climatique affaiblit l'efficacité des ouvrages de protection. Conclusion. La prise en compte très récente de la problématique risque et développement dans le Briançonnais est un tournant, après des années de mise en tourisme oubliant la présence d'aléas multiples. Elle est primordiale pour mettre en œuvre un développement durable de ce territoire. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, sous-titrée « Des aléas multiples, des enjeux forts et une vulnérabilité accrue » dans la vallée de la Guisane. On y voit le village vacances, les chalets ou maisons individuelles, avec une vulnérabilité accrue par leur positionnement, et les lieux de tourisme estival, avec ses GR, tables et points de vue. Ces lieux sont traversés par des cônes de déjection torrentielle. De nombreux torrents dans des zones pentues créent des aléas multiples, crues et laves torrentielles, coulées de boue, chutes de pierres, glissements de terrain. Les lieux touristiques sont à proximité de la station de ski de première génération, Serre-Chevalier. On trouvera tout de même une haie d'arbres pour la paravalanche et des forêts protectrices face aux glissements de terrain
est disposée pour ralentir l'érosion. La figure 2 est sous-titrée « L'urbanisation des confins militaires et d'un espace rural isolé, entre attractivité et gestion du risque ». Cette carte au nord de Briançon nous montre l'étalement urbain dans la zone inondable et exposée au glissement de terrain, avec des enjeux accrus. La mise en tourisme hivernal et estival avec les GR, les gîtes d'étape, l'escalade, les points de vue, les tables d'orientation, les enjeux humains et économiques. Le passé agro-sylvopastoral de la Vachette, avec prés et présence de forêts. On notera aussi la présence d'anciens confins militaires. Un peu en amont sont disposées quelques protections contre le risque avec des reboisements et des remblais. Un passage vers le nord nous est indiqué, vers le col de l'Échelle, vers l'Italie. Nouveau passage stratégique, risqué pour les migrants en situation de vulnérabilité. Concernant les différentes sources de risque, on trouve des couloirs d'avalanche, des falaises rocheuses qui menacent Briançon, des ravins, des torrents, et la confluence entre Guisane et Durance, aléas d'inondation très forts. Les documents pour ce sujet sont, pour le document 1, l'Atlas des zones inondables AZI autour de Briançon, source carte interactive du site internet gouvernemental RISC-PACA, PACA, BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, en 2016. Sur cette carte, on voit très bien Briançon dans le massif alpin des Hautes-Alpes. Briançon étant dans le lit creusé par de nombreuses rivières qui s'écoulent des nombreuses montagnes environnantes. La carte distingue lit majeur, lit mineur, lit moyen, les cônes de déjection, le ruissellement, le lit majeur exceptionnel, la zone d'érosion hydrique, le débordement sur terrasse et les plans d'eau. Pour l'enjeu du document, il faut repérer sur la carte les cônes de déjection. Ce sont les zones les plus dangereuses, avec une grande instabilité, et remarquer que ceux-ci sont fortement urbanisés, avec du tourisme et de l'habitat permanent à Briançon, ce qui montre un oubli du risque. La route nationale est en grande partie dans les lits majeurs de la Guisane et de la Durance. C'est également le cas de la zone d'activité du sud de Briançon, avec des enjeux économiques très forts. Très forte vulnérabilité, enfin, dans la vallée de la Clarée, entre Briançon et Val-des-Prés. On trouve 2 campings, 2 gîtes d'étape, des habitations et un centre éducatif situé dans le lit majeur et sur les cônes de déjection. Pour le document 2, nous avons un extrait de la newsletter du 16 novembre 2016 de la mission GIRN, intitulée 2017, l'année de l'information préventive à l'échelle du PETR. Citation. 2017 sera l'année des 60 ans des crues qui ont touché le territoire du PETR, les 13 et 14 juin 1957. Cerveilleret, Bouchouze, Clarée, bassin versant du Guy, etc. La mission GIRN souhaite réaliser plusieurs types d'actions avec les acteurs du commun du territoire afin de profiter de l'anniversaire de ces événements pour travailler plus globalement la culture et la mémoire du risque, tout en aidant les maires à répondre à leurs devoirs d'information préventive. Les communes intéressées pourront exposer en extérieur d'anciennes photos montrant leur village lors d'un événement, inondation, crue torrentielle, avalanche, etc. Accompagner des témoignages des habitants, mais aussi mettre en lumière toutes les belles initiatives induites par le phénomène, entraide, collaboration, etc. Pour les enjeux du document. Ce document insiste sur une catastrophe de 1957, 2 jours de crues et de laves torrentielles dévastatrices. Le risque est avéré. S'interroger ensuite sur la GIRN, la gestion intégrée des risques naturels. Elle est mise en place depuis 2009 et complète l'approche classique de gestion des risques, ouvrage de protection, PPR, par des actions sur la vulnérabilité liée aux comportements humains, développer une culture du risque, responsabiliser les citoyens. Cela montre que la culture du risque est très faible et que les solutions classiques sont peu efficaces. Néanmoins, les actions évoquées ici sont de faible ampleur et non obligatoires. Cette GIRN mobilise de très nombreux acteurs. UE, État, maire, le PETR, soit le pôle d'équilibre du territoire rural, qui renvoie à l'intercommunalité. La gestion du risque est donc complexifiée car ces acteurs ont des intérêts divergents. L'État doit assurer la sécurité, le maire veut aussi garder une attractivité, tandis que les habitants qui ont construit une zone inondable veulent y rester. La mise en place de la GIRN peut générer des conflits d'acteurs. Les questions types. 1. Qu'est-ce qu'un cône de déjection ? C'est une zone d'accumulation alluviale de forme conique, créée par des torrents à leur débouché dans les vallées. On parle de chenal torrentiel. Ils sont constitués de matériaux divers, blocs, gravier, sable, limon, arrachés au versant par l'érosion et déposés à la rupture de pente,
bien que de construction post-glaciaire, ils peuvent être encore engraissés lors des crues torrentielles et générer un risque important sur les cultures et les habitations. 2. Qu'est-ce qu'une lave torrentielle? C'est le débordement d'un cours d'eau en forte pente gonflé par un épisode pluvieux, orage, tempête, entraînant avec lui sédiments, blocs de pierre, gravier, arbres, et ceci à très grande vitesse. 3. Qu'est-ce qu'une avalanche? C'est le mouvement rapide d'une masse de neige en forte pente, plus de 25 degrés, à la suite d'une rupture d'équilibre dans le manteau neigeux. Elle est constituée de 3 zones. Une zone de rupture, très pentue, souvent une crête, là où la neige s'est fortement accumulée. D'un chenal d'écoulement, le long d'une pente assez forte, qui peut être ouverte ou en couloir. Les torrents et talwegs sont les axes privilégiés. Et enfin une zone d'arrêt, une rupture de pente qui permet de casser la vitesse d'écoulement, pouvant entraîner un nuage aérosol, le souffle de l'avalanche, dévastateur. Depuis 2012, il existe une échelle européenne du risque d'avalanche, l'European Avalanche Warning Service, de 1 à 5 établie en fonction du manteau neigeux et de la pente. 4. Qu'est-ce que le service de RTM? Restauration des terrains en montagne. Créé en 1860, le service de RTM est aujourd'hui un service spécialisé de l'ONF, implanté dans 11 départements alpins et pyrénéens, qui réalise des aménagements de protection contre les crues, les laves torrentielles, les chutes de pierres, les glissements de terrain et les avalanches, correction torrentielle, reboisement, stabilisation des chemins, études d'impact. Ensuite, nous avons un encadré sur les atouts concours, avec les cartes et sujets proches. Sujets possibles: aménagement touristique et risques, avec la carte IGN Chamonix Massif du Mont Blanc 3630 OT. Autres sujets possibles: tourisme, ruralité et risques, avec la carte IGN Lourdes, Argelès Gazeau, le Lavedan 1647 ET. Autres sujets possibles: risques et protections dans les espaces montagnards. Carte IGN Tignes, Val d'Isère, Haute-Maurienne, PN de la Vanoise 3633 ET. Et enfin, autre sujet possible, risques dans les vallées urbanisées. Carte IGN Grenoble, Chamrousse, Beldon 3335 OT. Ensuite vient un focus sur les impacts du changement climatique sur les dynamiques des milieux montagnards. Dans le Journal of Alpine Research, revue de géographie alpine, 103-102 2015 et rapport UICN de 2016. Dans les Alpes françaises, la température s'est élevée à 2 degrés depuis 1950 et l'altitude moyenne de l'isotherme 0 degré est relevée de 400 mètres par rapport à 1980. La surface des glaciers a diminué de 20% entre 1985, 340 km², et 2010, 275 km². S'ajoute à cela la dégradation du permafrost, le sol gelé en permanence. Tout cela provoque un plus grand nombre d'avalanches de haute altitude, plus dangereuses. Le réchauffement estival multiplie les orages et donc, dans certains secteurs, la fréquence des laves torrentielles. Gemelli et Hall, 2015 pour la source. Par exemple, le lac du plateau de Chauvet, en Haute-Ubaye, se forme puis se vide à travers la glace en provoquant des crues torrentielles. La dégradation du permafrost entraîne aussi le développement de phénomènes cryokarstiques, c'est-à-dire des affaissements superficiels par perte de volume en profondeur, CRY, OKA, RST, IQES. Les écroulements rocheux sont donc plus fréquents, avec un coût économique d'entretien des routes de plus en plus élevé. Le focus est joint d'une petite photo d'un éboulement qui coupe la N93 au sud de Briançon le 25 novembre 2016. Autre sujet type, déprises et renaissance rurale en moyenne montagne. Massif du Sancy, PNR des volcans d'Auvergne, échelle 1/25 millième 2432 ET. La localisation et caractérisation. La carte est située dans le Massif central, massif volcanique des Monts d'Or, DORE, avec le puits de Sancy à 1885 mètres. La vallée de la Dordogne, 35 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand. La région Auvergne-Rhône-Alpes, département du Puy-de-Dôme. La carte est structurée en 2 espaces. Les principales vallées, la Dordogne, Chaudefour, l'Acouze et le massif des Monts d'Or. Mémo, pensez à définir déprises et moyenne montagne. Pour Renaissance rurale, c'est un processus de reprise démographique et économique des espaces ruraux. Problématique. L'agriculture et le tourisme sont-ils des leviers efficaces pouvant conduire à une renaissance rurale de ce territoire? 1. Une moyenne montagne, d'origine volcanique.
enclavés et en déclin démographique. Un enclavement subi. Seules des départementales desservent ce territoire, A89 et A75, situés hors de la carte. Un territoire peu attractif. Des vallées encaissées peuplées, mais des versants et sommets, les puits, vides d'hommes. Des hivers rigoureux, qui nuisent à l'attractivité du territoire. Enfin une crise démographique. Faible densité, exode rural, vieillissement. Les communes se regroupent pour mutualiser leurs services, via des intercommunalités. 2. Des activités traditionnelles en perte de vitesse et un tourisme hivernal limité. L'agro-sylvopasteurisme menacé. Avec la crise du prix du lait, le cheptel bovin laitier est remplacé par le cheptel bovin allaitant et le cheptel ovin. Abandon des burons dans les estives, biactivité des éleveurs, qui deviennent moniteurs de ski ou dameurs de piste pour compléter leurs revenus. La SAU, surface agricole utile, est consacrée aux agricultures fourragères et la forêt, feuillus et conifères, est peu exploitée, bien qu'en expansion, avec la déprise agricole. Une activité thermale développée au XIXe siècle pour une patientèle aisée. Thermes et casinos de la Bourboule, de Mont-d'Or, de Saint-Nectaire, qui s'essouffle depuis les années 1980. Enfin un tourisme hivernal limité, à une clientèle régionale. Les 3 stations de ski, Superbès, Chastret-Sancy, Mont-d'Or, ne concurrencent pas les stations alpines, en raison de leur accessibilité et de leurs altitudes faibles. Fermeture de Chambon-des-Neiges en 2002 par manque d'enneigement. Réorientation vers des sports d'hiver ne nécessitant pas de versants pentus, comme le ski de fond, la raquette et les circuits sur glace. 3. Vers la renaissance rurale. L'exploration de nouvelles pratiques touristiques et agricoles. La renaissance du thermalisme. Passage d'un tourisme de santé à un tourisme du bien-être qui permet un rajeunissement de la clientèle. Plusieurs sources d'eau minérale alimentent des usines d'embouteillage. Un tourisme vert et un agrotourisme promu par le PNR. Le paysage volcanique, cheminée de fées, sources pétrifiantes, attire un public familial, via les plages au lac Chambon, les luges d'été ou le golf, mais aussi sportif, randonnée, escalade, deltaplane. La labellisation du Saint-Nectaire, pour son AOP, assure des revenus complémentaires aux agriculteurs. Enfin, une renaissance rurale encore très limitée. La déprise démographique n'est pas enrayée pour autant. Conclusion, un territoire de moyenne montagne volcanique menacé de déprise, mais qui entame une potentielle renaissance en requalifiant ses activités rurales. La figure 1 qui accompagne ce sujet est la Bourboule, une station thermale en cours de revitalisation. Sont représentés sur une carte le tourisme vert et l'agrotourisme, qui revitalisent le territoire. L'usine d'embouteillage, les établissements thermaux en quête d'un second souffle, les zones de ski de fond, plus adaptées à la moyenne montagne que le ski alpin, les campings et centres de vacances pour une clientèle familiale, le collège climatique pour les enfants asthmatiques, et une ligne ferroviaire vers le Sancy, délaissé. La figure 2, quant à elle, montre le puits de Sancy et la vallée de Chaudefour, dont on présente une diversification des pratiques touristiques pour éviter la déprise rurale, avec des sites d'escalade, des espaces protégés très attractifs, une clientèle aux revenus modestes en auberge de jeunesse, des stations de ski de 2e génération, avec un tourisme hivernal limité, des chemins de grande randonnée pour découvrir les puits, et des cascades et des plans d'eau. La réserve naturelle de la vallée de Chaudefour aide à la nouvelle orientation de ces territoires ruraux. Parmi les documents, nous avons en document 1, Sancy, tourisme et agriculture, pilier de ce nouveau canton. Source, La Montagne, du 4 mars 2015. Citation. 72 km et plus d'1h30 en voiture. C'est ce qui sépare Larode, à l'ouest, de Solignat, à l'est, les 2 communes les plus éloignées de ce nouveau canton du Sancy. Rassemblant les anciens cantons de Besse et Sainte-Anastasie, Champais, La Tour-Auvergne et Tauves, auxquels ont été rattachées les communes de La Bourboule, Le Mont-d'Or, Murat-le-Caire, d'un côté, Solignat et Vaudable de l'autre. Ce canton est le plus grand, géographiquement, du département. D'où des différences entre un territoire comme Champais, tourné vers Issoire et Clermont-Ferrand, et La Bessette, à la frontière du Cantal et de la Corrèze. Si les candidats ont bien conscience de la nécessité de réinventer une nouvelle proximité, ils s'accordent également sur le fait que ce nouveau territoire peut s'appuyer sur 2 secteurs importants, le tourisme et l'agriculture. Le Sancy et ses stations génèrent un trafic important, aussi bien l'hiver que l'été. Le Mont-d'Or, Superbès et Chastret
attire chaque année une clientèle familiale, adepte de ski, de randonnée et de plein air. Un déclin démographique à prendre en compte. Un thermalisme avec le rattachement du Mont d'Or et de la Bourboule à ce canton est également un atout pour le territoire. Un thermalisme qui mise aussi sur le bien-être afin de capter un nouveau public. Le canton peut également s'appuyer sur l'agriculture, de montagne comme de plaine, avec de l'élevage, une production fromagère importante portée par le Saint-Nectaire et toute la notoriété qui en découle, sans oublier un riche patrimoine, qu'il soit thermal ou plus en plaine, comme c'est le cas à Saint-Floret, récompensé par le label des plus beaux villages de France. Si ce territoire a de belles cartes à jouer, il doit aussi faire face à un certain déclin démographique. Mis à part le secteur de Champey, les autres cantons ont vu leur population diminuer. C'est surtout le cas pour la Tour d'Auvergne, qui est passée de 4252 habitants en 1975 à 2545 en 2011. Enjeu du document. Cet article de presse identifie à la fois les facteurs de déprise, l'enclavement, le déclin démographique, et les facteurs de reprise économique, labellisation du Saint-Nectaire, relance du thermalisme, promotion du patrimoine local et du tourisme estival. Selon le document, la reprise démographique n'est pas encore effective. Début de la renaissance rurale seulement. Document 2A. Évolution des cheptels de bovins, d'ovins et de porcins dans le Puy-de-Dôme de 2000 à 2019. Source Agreste, Memento, 2020, Auvergne-Rhône-Alpes. On y voit les cheptels en nombre de têtes en 2000, 2010, 2019. Pour les bovins, qui passent de 312 000 à 330 000 pour s'y stabiliser. Les ovins, qui passent de 86 000, qui redescendent en 2010 et qui finissent par monter à 102 000 en 2019. Et les porcins, dont le nombre de têtes diminue fortement, passant de 72 620 à 52 615, puis 49 100. On notera que la quantité de vaches laitières a fortement diminué, tandis que le nombre général plus important de bovins est porté par la hausse du nombre de vaches allaitantes. À côté de ces statistiques se trouve le document 2B, de répartition des vaches laitières par race par département en 2017. Source l'Agreste BDNI 2017. On y voit tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les plus gros effectifs, autour de 73 000, sont dans les départements à l'ouest, ceux de l'Auvergne. À l'exception de l'Allier, les proportions par race bovine sont indiquées. La variété Holstein, grande productrice de lait, composant près de la moitié des cheptels auvergnats, à l'exception de la Haute-Loire, où près des 3/4 des vaches sont des Montbéliardes, appréciées pour leur viande. Concernant les enjeux du document, il faut montrer que l'élevage bovin prédomine toujours, mais connaît une mutation en raison de la crise du lait. Le nombre de vaches laitières chute alors que le cheptel de vaches nourrices / allaitantes, soit les vaches à viande, augmente fortement à l'échelle du département. On note des stratégies départementales différentes. Certains départements, comme l'Allier ou le Puy-de-Dôme, ont choisi l'intensivité pour la production laitière avec la race Holstein, quand d'autres, dans le Cantal ou la Haute-Loire, ont fait le choix de la qualité avec la race Montbéliarde. Par ailleurs, l'élevage ovin s'affirme alors que l'élevage porcin s'effondre. Les questions types. Pour la première, accompagnée d'une image avec un grand rocher dressé et l'inscription « Massif du Sancy, PNR des volcans d'Auvergne ». À cette image est associée la question suivante. Que représente la photographie du carton d'assemblage ? Il s'agit de la dent de la rancune, qui est un DYKE, c'est-à-dire une lame de lave figée dans une ancienne fissure et mise à nu par l'érosion. C'est un site d'escalade très prisé. 2. Qu'est-ce qu'un puits ? Qu'est-ce que le puits de Sancy ? Dans le sud de la France, en occitan, puech, P-U-E-C-H, un puits est un sommet. En Auvergne, il désigne par exemple le cratère d'un volcan. Le volcan, voire la commune à proximité. Le puits de Sancy est le point culminant du Massif central. C'est un stratovolcan, vieux de 250 000 ans, situé au sud de l'ensemble volcanique des monts d'Or. Il donne naissance à des sources d'eau ferrugineuses chargées de gaz, vallées de Chaudefour, les sources thermales du Mont d'Or et de la Bourboule. 3. Qu'est-ce qu'un buron ? C'est un abri en pierre, recouvert d'ardoise ou de lauze, situé dans les estives. Ils permettent aux buronniers, les éleveurs, de s'abriter et d'y fabriquer le fromage. 4. Qu'est-ce que la transhumance ? Quelle différence avec les remues ? Dans les deux cas, c'est le déplacement du troupeau au début et à la fin de l'été. La remue s'effectue de la vallée aux estives, alors que la transhumance s'effectue d'une vallée vers les estives d'une autre vallée. 5. À quoi sert le lac des Hermines, à Superbès en hiver ? L'eau du lac
Sert à créer de la neige artificielle pour approvisionner les stations souffrant du manque de neige. 6. Pourquoi le toponyme commune de Besse et Sainte-Anastaise est-il grossi sur la carte? C'est pour indiquer qu'il s'agit d'un regroupement de communes rurales très peu peuplées afin de mutualiser les services, transport scolaire, gestion des déchets, etc. 7. Pourquoi les lacs Pavin et Chauvin ne sont-ils pas aménagés pour le tourisme balnéaire? Ce sont des cratères volcaniques, les maars avec 2 A, remplis d'eau, situés à 1200 mètres d'altitude. L'eau est trop froide pour permettre des activités balnéaires. À tout concours, les cartes et sujets proches, sujets possibles. Les monts du Cantal, quel avenir pour une montagne dépeuplée? Carte IGN, monts du Cantal, PNR des volcans d'Auvergne, 2435 OT. Autre sujet possible, l'agriculture en moyenne montagne, un levier contre la déprise rurale? Carte IGN, Autun, Mont-Bouvray, PNR du Morvan, 2824 OT. Autre sujet possible, le passé comme avenir? Carte IGN, Mont-Lozère, Florac, PN des Cévennes, 2739 OT. Enfin, autre sujet possible, déclin ou revitalisation rurale. Carte IGN, Le Chélard, La Mastre, 2936 O. Vient ensuite un focus, le Saint-Nectaire, une filière fromagère labellisée, au cœur de la revitalisation rurale. Le Saint-Nectaire est un fromage de lait de vache à pâte pressée non cuite. Le Saint-Nectaire fermier, 7000 tonnes par an, est produit directement à la ferme à partir de lait cru, quand le Saint-Nectaire laitier, 7000 tonnes par an également, est lui conçu en laiterie, à partir de lait pasteurisé. C'est la 3e AOP, appellation d'origine protégée, fromagère au lait de vache en France, et la première AOP fermière en Europe. Le Saint-Nectaire est exclusivement fabriqué avec du lait de vache, produit dans une zone géographique précise, 1800 km², soit la plus petite surface AOP d'Europe, en suivant un cahier des charges exigeant. La production de Saint-Nectaire contribue à entretenir la biodiversité, réglisse, thym, serpolet, gentiane, etc. et à maintenir l'emploi sur le territoire grâce à un maillage d'exploitations et de laiteries, 4000 emplois directs et indirects, en garantissant l'origine. L'AOP empêche la délocalisation des emplois dans d'autres régions françaises ou à l'étranger et lutte ainsi contre la déprise rurale. Autre sujet type, les Vosges, la reconversion d'une moyenne montagne industrielle. Le Honeck, Gérardmer, La Bresse, PNR des Ballons des Vosges, échelle 1,25 millième, 3618 OT pour la carte. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le nord-est de la France, entre la Lorraine et l'Alsace, le massif des Vosges, le Honeck est à l'altitude de 1363 mètres, la région Grand Est, département des Vosges et du Haut-Rhin. La carte est structurée en 2 espaces, les vallées, vallée de la Vologne, vallée de la Petite Meurthe, vallée de la Moselotte, et les versants, lorrain avec une toponymie francophone à l'ouest et alsacien avec une toponymie germanophone à l'est. Mémo, pensez à définir reconversion industrielle, requalification et moyenne montagne. Problématique. Un espace montagnard qui se transforme par la requalification de ses plateaux et de ses vallées industrielles. 1. Une mise en valeur ancienne du massif. Des vallées mises en valeur par l'industrie textile. La filature et le tissage sont présents dès le XIIIe siècle et l'industrie de transformation du coton croît avec l'installation des industriels alsaciens après 1870. Les rivières offrent une ressource en eau et en énergie pour l'hydroélectricité qui alimente les usines. L'étalement des activités, peuplements et industries dans les vallées, la sylviculture sur les versants et l'agropastoralisme sur les prairies sommitales dans les Hautes-Chaumes. L'identité vosgienne se fonde sur la culture industrielle et sur un environnement montagnard dont le club vosgien a fait la promotion. L'identité vosgienne passe aussi par son rôle de frontière entre 1871 et 1919. La ligne bleue des Vosges, entre guillemets, a constitué symboliquement la limite du territoire français. 2. Des vallées vosgiennes en déprise. L'industrie textile est en déclin depuis les années 1970. Les activités industrielles à faible valeur ajoutée disparaissent face à la concurrence mondialisée. Région enclavée, les Vosges n'attirent pas de nouvelles implantations. Les emplois disparaissent et les friches industrielles marquent le paysage. Les Vosges souffrent d'une crise démographique. Exode des jeunes en quête d'emploi, vieillissement, les densités sont faibles, 63 habitants au kilomètre carré, et posent des problèmes d'encadrement sanitaire. C'est un désert médical. 3. Une moyenne montagne en cours de requalification. Une industrie en mutation,
Relocalisation et savoir-faire régional. Le textile se spécialise dans les produits de luxe, lin Vosges, le jacquard français. Le label Vosges Terre Textile est créé pour mettre en avant le savoir-faire local. Un agro-sylvopastoralisme patrimonialisé avec l'aide du PNR. L'élevage se maintient par la production du Münster AOP. La filière bois se développe avec des scieries et des papeteries, dans un contexte de reforestation importante. Le PNR des Ballons des Vosges participe à la cohésion des acteurs régionaux pour protéger un écosystème fragile, comme celui des Hautes-Chaumes, exception vosgienne entre guillemets, menacée par le piétinement. En outre, 22% du PNR est en zone Natura 2000, ce qui montre les différents échelons de protection. Une diversification des pratiques touristiques. Au tourisme hivernal limité, avec un faible enneigement, et un public avant tout régional, malgré la création des stations de Gérardmer et de la Bresse, s'ajoute le tourisme estival, ou tourisme vert, et un tourisme culturel, la recherche du patrimoine industriel. 50% des touristes sont allemands. Conclusion. Le déclin de l'industrie textile a entraîné la crise des vallées vosgiennes. La requalification passe par la mise en place de filières de qualité. L'orientation touristique permet une mise en valeur des pentes, mais la moyenne montagne demeure faiblement attractive. Ce sujet est accompagné de 3 figures. La première, sur la déprise des vallées textiles vosgiennes entre 1950 et 2022. Le comparatif montre la sylviculture sur les anciennes zones déboisées, l'hydroélectricité produite dans la commune de Plainfoin, les industries textiles disparues, présentes sur la carte en 1950 mais disparues en 2022, les scieries disparues également, les usines textiles fermées devenues friches industrielles, et le faubourg avec un habitat ouvrier. Dans la deuxième figure, la carte porte sur la requalification dans les Vosges, concentration industrielle dans la vallée et étagement des activités en montagne. On peut y voir, en partant du fond de la vallée, des zones de requalification industrielle dans la vallée, le maintien du peuplement dans la vallée et sur les versants orientés vers le sud, ou l'endroit, le développement de la sylviculture sur les versants orientés vers le nord, ou l'envers, plus haut, les pâturages, et encore plus haut, les chemins empruntés par les randonneurs, les zones de ski, les zones sommitables complémentaires entre l'agropastoralisme et les loisirs sportifs d'été ou d'hiver. La figure 3 porte sur les Hautes-Chaumes, un écosystème menacé. On y voit la chaume, un pâturage lié à un défrichement médiéval, et en bas, un espace agricole étroit dans la vallée. Le tout séparé par un étage montagnard dominé par la forêt. Les activités humaines étant en risque de reboisement et un risque de piétinement pour les chemins empruntés par les randonneurs. Les documents. Pour le document 1, nous avons le patrimoine industriel du PNR, les Ballons des Vosges. Source www.parc-ballons, au pluriel, -vosges.fr. Extrait du texte. Le patrimoine textile. Le développement économique de nombreuses vallées vosgiennes a trouvé son origine dans l'exploitation minière. La présence d'une importante main-d'œuvre et l'existence de sites industrialisés entre guillemets ont facilité la reconversion vers de nouvelles industries, notamment textiles, au moment de la fermeture des mines au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les usines s'installent au fil des cours d'eau et utilisent la force des rivières. À partir de 1872, les vallées vosgiennes se couvrent d'usines qui s'installent en aval des rivières. Elles imposent leur silhouette dans le paysage avec de longs bâtiments à un étage à la toiture en dents de scie, des sheds. Sédentariser les ouvriers fut un souci constant. Les industriels construisent des casernes, puis des cités contiguës à l'usine. Si les casernes abritent jusqu'à 10 familles, les cités sont des logements, implantés avec une rigueur toute militaire, entourés de jardins. C'est l'âge d'or de l'industrie textile. La construction se poursuit avec des usines, canaux, cheminées, cités, écoles, crèches, économas, églises. Saut de citation. À partir des années 1950, le textile, entre guillemets, est confronté à une crise majeure qui nécessite une mutation profonde. La production vosgienne se maintient alors dans le haut de gamme en l'ennoblissant. Label de terroir industriel. Une trentaine d'entreprises sont agréées Vosges Terre Textile, entre guillemets, et aisément reconnaissables au logo, acteurs de Vosges Terre Textile. Ce label assure aux consommateurs que plus de 75% des étapes de fabrication sont réalisées dans le massif des Vosges, au sein de manufactures agréées. Authenticité, provenance, respect d'une charte de bonne pratique et des valeurs du concept terre textile, équivalent d'une AOC pour des produits textiles, sont donc garantis pour le consommateur. Enjeu du document.
Repérer les facteurs de localisation de l'industrie et les aménagements dans les vallées vosgiennes. Montrer sur la carte la localisation des sites industriels. Chapelet d'usine dans la vallée de la Moselotte. Évocation d'un système paternaliste. L'industriel prenait en charge des avantages sociaux pour ses ouvriers afin d'attirer et stabiliser la main-d'œuvre. Document promotionnel du PNR. L'industrie est présentée comme un patrimoine. La disparition des emplois n'est pas évoquée. Moins de 2500 salariés dans l'industrie textile en 2021, selon la CCI des Vosges. Le label du textile est considéré comme un outil de promotion pour relancer l'industrie vosgienne. Document 2. La filière bois dans les Vosges. Source www.economie.vosges.fr 2016. Chiffres clés d'abord. 282 000 hectares de forêt. 48% de taux de boisement, 52% de feuillus, chênes, hêtres, 42% de résineux, sapins, pins, épicéas, douglas. Premier producteur français en volume, 1,6 million de mètres cubes de bois d'œuvre produits chaque année, 60% de résineux, 40% de feuillus. Troisième département français le plus boisé de France, 46% de forêt communale, 20% domaniale, 34% privée. De l'exploitation forestière aux entreprises de première et de deuxième transformation. Les Vosges sont le seul département à regrouper sur son territoire tous les métiers du bois. Du CAP au doctorat, les Vosges disposent également, cas unique en France, d'un panel complet de formation dans la filière bois. Quelques entreprises phares. Première transformation, les scieurs de fibres premium, Bastien, Duhoux, Lemaire, Auriel, etc. Les scieurs de sélection Vosges, Gueff, Germain Mougenot, Mathieu, etc. Deuxième transformation, la construction, Charpente Houot, As Weissrock, Haut-Savoie, Socopa. Ameublement et métiers d'art, Cuno Blandin, Henriot et compagnie, Laval, Marat International, Lutherie de Mirecourt. Et industrie, papeterie de Clairefontaine, Eger, Equipa, Norske Skog Golbey. Innovation. Un matériau très actuel qui a de l'avenir. Depuis plusieurs années, on compte une progression annuelle de 300% des projets de R&D issus du campus ENS-TIB, soit à travers des travaux de recherche initiés par des laboratoires in situ, soit pour répondre à des demandes spécifiques des entreprises au niveau national, voire international. Enjeu du document. C'est un document promotionnel qui masque le manque de compétitivité de la filière. La seconde transformation, rabotage, aboutage, contre-collage, est concurrencée par l'industrie allemande qui traite une partie du bois vosgien. Des investissements sont nécessaires dans l'ameublement pour toucher un marché plus large, spécialisation dans le luxe. Avec la suppression du Fonds forestier national, FFN, le renouvellement des résineux est insuffisant pour les industriels. Le Fonds d'aide à la reconstruction de la ressource résineuse, FA3R, a été créé par des industriels pour soutenir la sylviculture privée. Les Vosges étaient le 4e département boisé. Le 2e était la Corse du Sud, mais la disparition par fusion des départements a permis aux Vosges de passer en 3e position. Les questions types. Comment nomme-t-on les versants nord et sud dans les Vosges? L'envers et l'endroit, qui correspondent à l'Ubac et à l'Adret dans les Alpes. 2. Caractériser l'industrie vosgienne. Les Vosges connaissent une industrialisation ancienne, fondée sur les ressources en bois, en eau et en charbon, qui maintiennent une population relativement importante dans les vallées. Des systèmes productifs locaux se sont organisés dans les filières textiles, bois, papier et bois d'œuvre, ou cristallerie à Baccarat. Aux filières traditionnelles s'ajoute une diversification dans l'électronique et la plasturgie, avec le développement de pôles de compétitivité dans les principales agglomérations vosgiennes, Fibre Grand Est à Épinal. Peu concurrentielle dans le contexte des échanges mondialisés, l'industrie textile connaît un déclin depuis les années 1970 et son maintien s'explique par une spécialisation dans les produits de qualité. 3. Comment les sports d'hiver se développent-ils dans les Vosges? Quelques stations de ski alpin sont créées pour mettre en valeur l'étage montagnard comme Gérardmer, la Moselaine en 1958 ou la Bresse Hoheneck en 1967. La faible altitude permet surtout le développement du ski nordique. 4. Qu'est-ce que le Club Vosgien? Le Club Vosgien a été fondé en 1872 dans l'Alsace allemande pour développer le tourisme pédestre sur le modèle du Club alpin de 1857. Le club s'occupe de l'aménagement, de la signalisation et de l'entretien des chemins de randonnée. Les itinéraires balisés représentent près de 19 000 km.
Reconnu d'utilité publique, il dispose du monopole du balisage sur tout le massif depuis 1921. Il regroupe 34 000 adhérents. La signalisation est représentée par des figurés originaux sur les cartes Top 25. 5. Qu'est-ce que la ligne bleue des Vosges? L'expression, empruntée au testament de Jules Ferry, originaire de Saint-Dié-des-Vosges, désigne l'ancienne frontière franco-allemande issue du traité de Francfort de 1871, qui intègre l'Alsace et la Moselle au territoire du nouvel État. La couleur bleue de la ligne d'horizon serait liée à la lumière éclairant les résineux plantés dans les montagnes vosgiennes. 6. Pourquoi parle-t-on de « ballons » dans les Vosges? Les ballons sont des montagnes dont les sommets de faible altitude ont été arrondis par l'érosion. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles: développement industriel et périurbanisation d'un espace de moyenne montagne. Cartigène en Berry-en-Bugey, Champagne en Val-Romey, massif du Bugey, 3231 OT. Ensuite, ruralité et industrie en Lorraine, Cartigène, Baccarat, 3515 E. Autres sujets possibles, les filières vosgiennes, Cartigène, Grand Ballon, Guebwiller, Münster, PNR des Ballons des Vosges, 3719 OT. Enfin, autre sujet possible, un système productif local, Cartigène, Oyonnax, Gorge de l'Ain, 3228 OT. Vient ensuite un focus sur les chaussettes Olympia, un exemple de relocalisation industrielle dans les Vosges en 2017. La société Tricotage des Vosges et sa marque Bleu Forêt, évocation des cimes vosgiennes, sont emblématiques des stratégies de relocalisation industrielle en moyenne montagne. Créée en 1994, elle rachète en 2010 les chaussettes Olympia, dont la fabrication a été délocalisée en Roumanie. En 2017, l'entreprise relocalise une partie de la production de chaussettes à Vagny, au sud de la carte de Gérardmer. Le positionnement haut de gamme permet de compenser les coûts de production en France. Il en est de même avec la relocalisation d'une partie de la production de linge de lit pour hôtels de luxe de la société Garnier-Thibault à Gérardmer en 2021, qui sous-traitait certaines de ses activités en Italie, en Inde et dans les pays baltes. La société bénéficie, dans le cadre du plan France Relance, de 400 000 € d'aide gouvernementale pour relocaliser sa production. L'implication de ces firmes textiles dans la fourniture de masques durant la crise de la Covid-19 a révélé un enjeu politique majeur, celui de la souveraineté nationale. On note le même phénomène de relocalisation industrielle dans le secteur du jouet. La production de Sophie la girafe a été implantée près d'Épinal en 2016, dans les Vosges, dans le Jura, ou dans les Alpes pour le ski, avec Rossignol qui a relocalisé sa production de Taïwan vers Salanches. Autre sujet type, l'agriculture montagnarde du Jura. Arbois, Salins-les-Bains, forêt domaniale de la Joux, échelle 1,25 millième, 3325 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le centre-est de la France, le Révermont jurassien, entre Lons-le-Saunier et Besançon, à 50 km de la frontière suisse, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, département du Jura. La carte est structurée en deux espaces, la plaine et la reculée d'Arbois, 240 à 350 mètres, et les trois plateaux étagés de 550 à 680 mètres, 520 à 750 mètres et 750 à 850 mètres. Mémo, pensez à définir moyenne montagne et terroir. Problématique. Comment l'agriculture permet-elle le désenclavement d'un espace de moyenne montagne? 1. Un espace de moyenne montagne enclavé. Une marge du territoire métropolitain, extrémité orientale, éloignée des grandes métropoles, proche de la Suisse. Un enclavement par les transports. Topographie peu accessible de plateaux et de talus. Aucune autoroute, deux routes nationales uniquement en bordure de carte. La gare d'Arbois est éloignée du centre car la voie ferrée évite la reculée. Un étagement des hommes et des activités. L'habitat et le vignoble se concentrent sur les coteaux de la reculée d'Arbois, une vallée encaissée, et dans la plaine du nord-ouest. L'élevage bovin extensif se développe sur les plateaux, autour de petits villages rues. Les hauts plateaux et les talus sont plantés de forêts. 2. L'intégration au territoire national se fait par la mise en valeur des terroirs et des filières. La viticulture arboisienne est reconnue par la typicité de ses vins. Le terroir est protégé par la principale AOC des vins du Jura, 800 des 1800 hectares. Le vignoble, pour le vin jaune, attire les excursionnistes et permet la vente directe des produits régionaux. Le comté est la première AOC/AOP fromagère en France. Coopératives originales, les fruitières, où les éleveurs mettent en commun le lait, le fruit entre guillemets de leur production,
soit 450 litres pour une meule. La transformation, sur place, compense les surcoûts liés à l'élevage en montagne. Diversification des productions, comté, morbier, tome, commercialisé par la grande distribution. La sylviculture alimentaire, une industrie du bois ancienne et diversifiée. Bois de construction, meubles, jouets, papier et carton. L'Office national des forêts, ONF, gère les forêts publiques, domaniales ou communales. 50% des zones boisées ici, contre 20% en moyenne en France. Et s'associe aux exploitants privés, pour les scieries. 3. Un désenclavement à nuancer. L'économie rurale est cantonnée à la production agricole. La diversification économique est faible. Le tourisme de moyenne montagne est restreint, et surtout estival. Le développement de l'offre thermale de Salins-les-Bains n'a pas généré un tourisme important. Des filières de qualité qui génèrent peu d'emplois. Le peuplement se limite à 2 petites villes, Arbois et Salins-les-Bains, et à des villages de quelques centaines d'habitants. Les densités sont inférieures à 50 habitants au kilomètre carré. Les filières régionales en adaptation. La sylviculture se maintient, mais fait face au déclin de l'artisanat du bois. La OP Comté couvre 1,2 million d'hectares sur 3 départements, ce qui interroge sur la cohérence de son terroir. Les fruitières du Jura pourraient mieux mettre en valeur la qualité de leurs produits. Conclusion. Des filières agricoles qui créent des terroirs et qui désenclavent partiellement la moyenne montagne jurassienne. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, un territoire enclavé mis en valeur par ses terroirs. On y voit Arbois, bourg viticole enserré dans la reculée, avec ses coteaux escarpés, ses forêts exploitées sur les pentes et le plateau, ses filières viticoles avec des coopératives et des lycées agricoles. La gare à l'extérieur de la ville, car la voie ferrée ne pénètre pas la reculée, et les espaces viticoles de l'AOC Arbois, plaines et coteaux. L'ensemble suit la contrainte des reliefs, mais utilise les différentes altitudes en fonction des activités. La figure 2 concerne une logique de filière, bois et fromage, levier de développement local. Les indications se partagent entre la filière bois et la filière d'élevage laitier. Pour la filière bois, nous avons les forêts plantées, publiques et privées, la promotion de forêts et les lieux de transformation du bois, ainsi que le drainage des zones humides. Pour la filière d'élevage laitier, nous avons les fermes, les zones bocagères avec leur pâturage, une fruitière à 3 km de la commune de Montron et une fruitière plus loin à Poligny à 13 km. Reste enfin l'élevage porcin intensif, au fond de la vallée à Montron. Le sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, la vente en cave particulière privilégiée dans le Jura. Source, la filière vitivinicole dans le bassin Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura. INSEE, dossier Bourgogne-Franche-Comté numéro 4, décembre 2016. Citation. 7 exploitations sur 10 vinifient en cave particulière près de 2/3 de la production du vignoble. Cette proportion élevée de la production en cave particulière a pour effet de privilégier la vente directe. Ainsi, lors de la campagne 2014-2015, 43% des ventes ont été réalisées par les viticulteurs. Les 4 fruitières vinicoles vinifient et commercialisent près d'un quart du volume des vins. Saute citation, l'exportation du Jura, bien qu'en progression, n'est pas très affirmée, avec moins de 10% des ventes. Pour le vin jaune du Jura, le vin de paille ou le Mac-vin du Jura, produit très typé, l'exploitation reste confidentielle. Les créments sont bien plus vendus à l'étranger avec 15% de leur volume dédié à l'export, soit près de la moitié des vins du Jura exportés. La majorité des exportations se fait vers l'Union européenne, les pays tiers ne représentant que 20% des exportations avec, dans l'ordre décroissant, les États-Unis, le Japon et le Canada. Fin de citation. Enjeu du document. Les caractéristiques de la filière, faible production, vente directe, pourraient sembler être un obstacle au développement du territoire. Cependant, la viticulture jurassienne privilégie les circuits courts, vente directe par les exploitants, et cela favorise le développement de l'œnotourisme et permet de désenclaver une partie du territoire. Même si la production est faible, ce qui limite en partie l'exportation de ces vins, leur rareté et leur typicité est un atout. Certains vins jaunes du Jura se vendent ainsi plusieurs milliers d'euros lors d'enchères prestigieuses, ce qui en fait un vin prisé par les connaisseurs, mis en valeur par la gastronomie française. Document 2, aire géographique de l'AOC/AOP Comté. Source INAO. Ce document est une carte montrant les départements allant de l'Isère à la Haute-Saône, les préfectures avec Lons-le-Saunier pour le Jura et Besançon pour le Doubs. Les autoroutes, avec la grande autoroute qui part de Lyon, qui traverse Dijon, dont un embranchement part vers Besançon et un autre vers Paris. Avec enfin la zone de l'AOC Comté, qui englobe la moitié est de l'Ain,
le Jura dans sa quasi-totalité, et de même pour le Doubs. Enjeu du document. Première AOP fromagère en France, étendue sur les 3 départements du massif du Jura, entre 200 et 1500 mètres d'altitude. Cependant, cela remet en cause la notion d'appellation d'origine, fondée sur la typicité d'un terroir de production. Comment penser que le terroir, sol, herbe, climat, qualité de lait, est commun aux 230 000 hectares, superficie de l'île de la Réunion, couverts par les exploitations agricoles? Ce premier enjeu termine avec un point d'interrogation. Reste tout de même le rôle important des transports, avec les autoroutes pour la diffusion et l'export, et un espace à la limite du territoire français, en concurrence avec les productions suisses de vins et de fromages. Viennent ensuite les questions types. 1. Quelle différence entre une comble et une cluse? La première est une vallée creusée au sommet et dans l'axe du pli. La seconde est creusée perpendiculairement au pli et crée une gorge. 2. Quelles sont les contraintes de la filière lait en montagne? La collecte et le transport du lait sont difficiles du fait de l'isolement et de la multiplicité d'exploitations de petite taille. La suppression des quotas laitiers en 2015 favorise les élevages de plaine, plus productifs que ceux de montagne. 3. Citer une aide de la politique agricole commune, spécifique aux élevages en montagne. L'indemnité compensatoire de handicap naturel, ICHN, existe depuis 1975 et s'intègre au second pilier de la PAC, développement rural. En France, elle est versée à 20% des exploitants, 110 000 agriculteurs, situés dans des communes classées en zone de montagne, de piémont et en zone défavorisée. Les montants varient en fonction de la zone, l'altitude et des cultures pratiquées. 4. Citer des vignobles et des vins de montagne en France. Le vignoble de Savoie, avec ses 22 crus savoyards dont l'Apremont et l'Aise, AYZ2. La Clairette de Die, dans le Diois, Irouléguy, dans le Pays Basque et les Pyrénées-Occidentales, les vins de Bagnoul, en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales. 5. Pourquoi Salins-les-Bains est une ville thermale? Salins-les-Bains est situé dans le bassin salifère comtois, dans une reculée. La toponymie Salins et ancienne saline traduisent cette orientation économique liée à la présence du sel et de sources. 6. Comment observer la reconversion de Salins-les-Bains sur la carte? Jusqu'aux années 1960, la ville a connu une économie fondée sur l'extraction, mais la concurrence des salines méditerranéennes a condamné l'activité. Les activités industrielles, faïencerie, platière, ont également décliné. Salins-les-Bains connaît une tentative de reconversion tertiaire fondée sur le tourisme. La Grande Saline est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en complément de la saline royale d'Arc et Senan. Les acteurs locaux misent sur une économie fondée sur la santé, centre de réadaptation, maison de retraite, le thermalisme et le tourisme, patrimoine industriel et militaire, et du casino. Encadré sur les atouts concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles: l'étagement des paysages en Corse, avec la cartigène aiguille de Bavella, Solenzara, PNR de Corse, 2453 ET. Autre sujet possible, ruralité et développement, avec la cartigène Morteau, Saut de Doubs, 3524 OT. Autre sujet possible, la forêt dans une zone de montagne, avec la cartigène Vic de Sos, Pic d'Esta et Pic de Montcalm, 2148 OT. Dernier sujet possible de l'encadrer, la mise en valeur agricole des territoires ruraux, avec la cartigène Ballon d'Alsace, PNR Ballon des Vosges, 3520 ET. Vient ensuite un focus sur l'or du Jura entre guillemets. Produit emblématique de la viticulture jurassienne, le vin jaune du Jura est issu d'une transformation complexe. Vinifié comme un vin blanc à partir du seul cépage savagnin, il est ensuite élevé en fût de chêne non rempli, voire photo de gauche, pendant 6 ans et 3 mois. L'oxydation crée un voile de levure en surface qui lui donne son goût et son aspect. Initiée en 1997, la percée du vin jaune entre guillemets est une fête viticole qui rassemble jusqu'à 60 000 visiteurs pour célébrer le nouveau millésime. Le vin est ensuite mis en bouteille dans des chavelins de 62 centilitres, format qui correspond à ce qu'il reste d'un litre de vin après le vieillissement et l'évaporation de la part des anges entre guillemets. Le focus est accompagné de 2 photos, celle d'une bouteille de vin jaune et celle d'un fût, avec son vin jaune pour partie évaporé. Photo de 2018, domaine des Belmnites. Dernier sujet type sur le thème des montagnes. Les enjeux de l'aménagement d'une zone de montagne protégée. Ossau, vallée de l'Aspe, parc national des Pyrénées, échelle 1/25 millième, 1547 OT. Localisation et caractérisation.
La carte est située dans le sud-ouest de la France, sud du bassin aquitain, massif des Pyrénées, pays du Béarn, à la frontière franco-espagnole. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques. La carte est structurée en 3 espaces. Les vallées, Aspes et Ossau, axes de passage et de développement urbain. Les zones intermédiaires, cœur identitaire du Béarn en mutation. Et la haute montagne où culminent des pics, Ossau, Agny, cœur de la protection environnementale. Mes mots. Pensez à définir montagne, protection, préservation et aménagement. Problématique. Dans une optique de développement durable, comment concilier protection, tradition, aménagement et développement économique? 1. Le Béarn, un espace aménagé et étagé. Un point de passage stratégique, le tunnel du Somport, inauguré en 2003, et des échanges transfrontaliers à l'échelle locale, lits et passeries. Un étagement des activités. Les vallées permettent l'habitation et le déploiement d'activités, comme le thermalisme avec eau chaude et eau bonne, qui sont 2 communes, et l'hydroélectricité, avec de nombreux barrages et centrales, dont celle d'Artoust. Une mise en valeur des versants et sommets, tantôt traditionnels, agro-silvopastoralisme, tantôt récente avec le tourisme estival et hivernal. 2. Le parc national des Pyrénées, un outil de sanctuarisation environnementale. Une protection qui passe par un zonage. Mis en place en 1967 afin de conserver le patrimoine naturel, le PN crée un zonage aux objectifs différents. Un cœur sanctuaire entre guillemets environnemental et des aires d'adhésion moins strictes. La protection et la réintroduction d'espèces. Symbole d'une nature sauvage, l'isard bénéficie d'une protection depuis la création du parc en 1967. L'ours a été réintroduit en 1996. Le bouquetin en 2019. Une sanctuarisation rejetée. De nombreux conflits, à la fois sur la protection des espèces, essentiellement à propos de l'ours, les usages et sur les activités économiques, chasse, hydroélectricité, ski, comme sur la gestion de ces espaces, la crainte de dépossession de l'autorité villageoise. 3. Réformer le parc national pour dépasser les conflits. Du patrimoine entre guillemets naturel au patrimoine culturel. La charte des parcs nationaux de 2006, comparée à celle de 1960, intègre davantage l'homme et ses pratiques, ce qui débouche sur une muséification de l'activité locale, restauration des maisons traditionnelles, fête des transhumances. Cependant, on observe des entorses à la sanctuarisation du fait de la multiplication des activités au sein du parc, usine Toyal de l'Esquin, classée Céveso 2, voire au sein du cœur avec la station de ski de Somport. Le PN peut-il être géré et développé sans conflit? La réforme de 2006, si elle permet d'intégrer davantage les activités humaines, elle crée de nouveaux conflits. Pour éviter plus d'opposition, le parc national demeure de taille réduite, 45 700 hectares, le plus petit de France. Conclusion. Il est difficile de préserver un espace entre guillemets naturel, lorsque celui-ci est déjà anthropophysé et aménagé. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, les activités traditionnelles, agro-silvo-pastorales, thermales et hydroélectriques, dans les Pyrénées. L'exemple d'eau bonne, EAUX. Cette carte montre l'Arin, un village de fond de vallée au tourisme familial avec des campings et des gîtes. Les activités récréatives avec de l'escalade, la pelote basque et les GR. Une station aristocratique et impériale, établissement thermal du Second Empire, avec la promenade de l'impératrice Eugénie. Plus haut se trouve l'agro-silvopastoralisme traditionnel, et enfin concernant les ressources en eau, l'hydroélectricité ancienne, et l'alimentation de la station thermale avec les cours d'eau temporaires et permanents et du captage d'eau de source. La figure 2 porte sur des entorses à la préservation, une redéfinition de la notion de zone cœur de parc entre guillemets. Dans cette zone cœur de parc se trouve le tunnel du Somport, un axe routier stratégique qui traverse la zone cœur de parc, des cabanes refuges pour la transhumance, un tourisme familial et scolaire, un axe de passage ancien, itinéraire jacquaire, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les forêts qui appartiennent au village et qui échappent à l'autorité du parc, et des aménagements pour la randonnée, parking, aires de pique-nique, sentiers, construits en zone cœur de parc. On trouvera enfin dans la moitié supérieure de la carte une partie d'alpage favorable au pastoralisme et des cabanes refuges pour la transhumance. Une dernière activité humaine est à rajouter avec une station de ski de fond, celle du Somport, sur laquelle portera le focus. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier document, les transhumances, une mise en scène touristique. Source, site de l'Office du tourisme de la vallée d'Ossau, www.valleedossau, tout attaché,
tourisme.com. Extrait. Les bergers vous ouvrent leurs cabanes. Point d'exclamation. Chaque année, certains bergers de la vallée d'Ossau, d'Aspe et de Barretou s'apprêtent à partager avec vous une journée de leur quotidien. Au programme, traite, fabrication de fromage, dégustation ou encore visite des saloirs. L'organisateur de ces journées est l'association des éleveurs transhumants des trois vallées béarnaises. La transhumance des troupeaux. Chaque année, à partir du mois de juin, les troupeaux de vaches, brebis et chevaux montent dans les estives, les pâturages d'été. Retrouver l'herbe fraîche, c'est la transhumance. Même si elle s'effectue aussi en camion, la transhumance a ses adeptes à pied, et il est fréquent de voir déambuler dans les villages et sur les routes de la vallée de longues processions qui résonnent au son des cloches. Début juillet, généralement entre le 1er et le 10, une fête est organisée afin de célébrer cette tradition ancestrale. En 2021, la transhumance des troupeaux s'est déroulée les 2 et 3 juillet. Enjeu du document. Un document destiné aux touristes. Valorisation de l'activité pastorale par un événement estival annuel. Une description bucolique et naïve de l'activité de berger. Les conditions de vie sont en réalité plus difficiles. Météo, perte d'ovins, faibles revenus et aide de la PAC. Une mise en avant des pratiques traditionnelles. Les animaux sont marqués car les pratiques de transhumance mutualisent les troupeaux, dont il faut connaître les propriétaires. Utilisation des cabanes, des chiens traditionnels, qu'on appelle le patou. Mais ces pratiques sont en mutation. Transhumance en camion, ravitaillement des bergers aux estives par héliportage et clôture des pâturages. Document 2. L'ours, un animal présent historiquement en Béarn, mais dont la réintroduction divise. Source Benamou F. Territoire des animaux, territoire des hommes. Aspect et enjeu du retour des grands prédateurs. Publié le 28 avril 2008 sur le site Géoconfluence. www.geoconfluence au pluriel.ens-lyon.fr. Citation. L'ours, en danger de disparition, est probablement le grand prédateur dont la production est la plus symbolique. Saute citation. À la suite de l'abattage de Canel, qui avait ému toute la France en 2004, l'État a décidé de passer outre l'imbroglio politique dans lequel il s'était laissé piéger en Béarn. Dès janvier 2005, le ministre de l'écologie de l'époque propose la réintroduction d'une quinzaine d'ours femelles sur plusieurs années. La mobilisation de militants agricoles et l'hostilité médiatisée de certains élus béarnais, et ariégeois notamment, a entraîné la réduction de ce programme à 5 ours. En conséquence, bien que plusieurs élus locaux béarnais, en dépit de fortes pressions, aient proposé leur commune comme territoire de lâcher, aucun ours ne sera réintroduit en Béarn. La réintroduction programmée au printemps 2006 se fait donc uniquement en Pyrénées centrales, dans les territoires de communes où des acteurs et des élus locaux agissent concrètement en faveur du plantigrade, fréquenté principalement par les descendants des ours slovènes introduits en 1996-1997. Cette réintroduction, qui engage tout un jeu d'acteurs impliquant le sommet de l'État, saute citation, se fait peu à peu dans une atmosphère passionnée sur fond de manifestations locales anti-ours, parfois violentes. On nous précise que l'abattage de Canel en 2004 avait eu lieu à Urdos, dans la vallée d'Aspe. Enjeu du document. Un conflit qui sollicite beaucoup d'acteurs, politiques, société civile, agriculteurs, chasseurs, écologistes, etc. Une tension telle, en Béarn, que la réintroduction se fait dans des départements voisins, n'excluant pourtant pas la mobilité des ours dans le massif pyrénéen. Une opposition inégale selon les espèces, celle du bouquetin, en 2019, ne suscite aucune passion. En effet, l'ours est un prédateur à la charge symbolique forte et qui menace le pastoralisme. Pourtant, le nom de la vallée d'Ossau tire son origine de cet animal. Une décision environnementale mal vécue, car provenant d'un gouvernement centralisateur, dans un espace de marge nationale, à forte identité et plutôt autonome historiquement. Les questions types. 1. Quels sont les lits et passeries? Ce sont des accords passés entre les vallées pyrénéennes, de même versant ou non, concernant l'usage des ressources de l'espace montagnard, pâturage, bois, eau, etc. Renouvelées chaque année, elles continuent de faire l'objet de cérémonies et certains usages perdurent, même s'ils sont à présent davantage symboliques. 2. Qu'est-ce que le pyrénéisme? C'est un mouvement de la fin du XIXe siècle qui a pour but d'ascensionner, écrire et sentir la montagne d'après Henri Béraldi, qui en invente le mot, dans 100 ans aux Pyrénées de 1898. Il s'agit d'une approche du milieu montagnard plus esthétique et romantique que celle de l'alpinisme, qui a une dimension plus sportive. 3. Qu'est-ce qu'un board?
C'est une grange hors du village dont le rez-de-chaussée sert d'étable et le grenier de fenil, soit de grenier à foin. Cette organisation permettait traditionnellement d'éviter les déplacements aux propriétaires comme aux bêtes. 4. Qu'est-ce qu'une borie? C'est une cabane d'altitude, souvent en pierre sèche. 5. Autre que l'ours, y a-t-il des espèces dont la cohabitation avec les activités humaines est compliquée sur ce territoire? Oui, en particulier les vautours fauves, que l'on suspecte d'attaquer le bétail, mais aussi les sangliers et les campagnols fouisseurs, qui endommagent les estives et les prairies. 6. Que produit l'usine Toyal d'Akou, et quels sont les problèmes de son implantation dans le parc? L'usine Toyal produit poudre et pâte d'aluminium grâce au gave, dans lequel elle jette des solvants. Classé Céveso 2, et se situant à 6 km au cœur du parc entre guillemets, Toyal représente donc un risque pour l'ensemble de la vallée. Trop à l'étroit sur le site d'Akou, une partie devait être délocalisée à Lac, LACQ, en 2007, mais le député Jean Lassalle s'y est opposé pour maintenir les emplois, en menant une grève de la faim. Vient en encadrer avec les atouts concours, les cartes et sujets proches. Premier sujet possible, les enjeux de l'aménagement d'une zone de montagne protégée. Avec la carte IGN Gavarnie, Luz Saint-Sauveur, PN des Pyrénées 1748 OT. Autre sujet possible, concilier tourisme et environnement au cœur d'un parc national de montagne. Cartigène Vallée de la Vésubie, PN du Mercantour 3741 OT. Autre sujet possible, développement et protection dans le massif des Écrins. Cartigène Les Deux Alpes, Holland, Musel, PN des Écrins 3336 OT. Enfin, dernier sujet possible de cet encadré, aménagement et développement durable. Cartigène, Haute-Tinée, 2, Isola 2000, PN du Mercantour, 3640 ET. Vient ensuite un focus sur un aménagement touristique dans la zone cœur de parc du Parc national des Pyrénées, la station du Somport. Construit en 1988, l'espace nordique du Somport a suscité de vives oppositions au niveau local. Initié par le SIVOM de la vallée d'Aspe, et accordé par le président du parc national, la construction du bâtiment d'accueil est contestée par les écologistes, qui saisissent le tribunal de Pau au motif que ce projet est en contradiction avec le principe de protection du parc. Le tribunal puis le Conseil d'État leur donnent raison, en 1990. Cependant, en 2013, le même Conseil d'État valide la nouvelle charte du parc national dans laquelle figure la requalification du centre d'accueil. Ce retournement s'explique en partie par l'évolution de l'esprit des chartes des parcs nationaux. En effet, la loi fondatrice de 1960 a été revue, pour donner naissance à celle en 2006, qui replace davantage l'homme au centre de sa relation à la nature et insiste également sur l'appropriation du parc par les acteurs locaux. Ainsi, l'espace nordique du Somport, seul domaine alpin transfrontalier, entre parenthèses 25 km de pistes françaises et 9 km de pistes espagnoles, peut continuer de proposer raquettes et skis de fond en zone de protection, tandis que les mouvements écologistes s'alarment pour la quiétude du Grand Tétras. Ce focus est accompagné d'une photo de la station du Somport. J'ajoute en note que le Grand Tétras est un gros gallinacé vivant dans de nombreuses forêts d'Europe, dont les forêts de conifères des Pyrénées.